À la une ce soir, 20 tentatives des grévistes du PNM de s'inviter à la plénière de rentrée de la CTM aujourd'hui. Alors qu'ils souhaitaient demander des comptes sur le management de Louis Boutrin, ils n'ont pas pu franchir les grilles. Yann Monplaisir ne se désolidarise finalement pas de son alliance de la gestion au sein de la CTM. La tête de file de bas payés en chance botte en touche. Les désaccords avec le président du conseil exécutif ne seraient que passagers selon lui. Offrir un jour de congé en solidarité avec la Dominique, un concept de don initié par Contact Entreprise. Les fonds récoltés serviront à l'achat de matériel pour la reconstruction des bâtiments détruits par l'ouragan de Maria. Et puis en football, la deuxième demi-finale de la Coupe de France Zone Martinique s'est disputée hier soir au stade de Saint-Joseph. Le club colonial a disposé de l'Aiglon sur le score de 2-1. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Les entreprises de Martinique à la rescousse de la Dominique. C'est l'objectif de l'opération Une journée pour la Dominique, initiée par Contact Entreprise en partenariat avec la Fondation Architectes d'Avenir. Il s'agit de solliciter le salarié volontaire en lui demandant une journée de travail au minimum. Les fonds récoltés serviront alors à l'achat de matériel pour la construction, la reconstruction des bâtiments détruits lors du passage de l'ouragan Maria. Voyez les précisions de Louis Samas. Donner ses RTT, jours de récupération ou congés conventionnels en soutien à la Dominique. La démarche est originale, mais semble acceptable pour de nombreux Martiniquais, salariés ou entrepreneurs. Un jour dans un mois ou sur une année, c'est peu, hein. Donc je pense que c'est faisable. Hein. Je me vois donner une journée de travail afin qu'ils puissent se reconstruire et qu'ils puissent revivre comme avant. Au sein de cette entreprise de téléphonie, la journée pour la Dominique connaît un grand succès. Cet animateur réseau adhère au projet. Lui, comme bon nombre de ses collègues, ont cédé plusieurs jours de RTT. Une action collective, solidaire et qui semble moins douloureuse qu'un don d'argent. Comme on dit chez nous, c'est graine d'iri qui a plein sac d'iri. Donc si aujourd'hui chaque personne donnait un jour, là on aurait pu avancer plus rapidement. Et la Dominique, on aurait pu faire une action active sur la reconstruction de la Dominique. J'ai donné ce qui me restait de mon solde annuel que je n'ai pas encore pris. Et donc il me restait 3 jours. Je trouve que c'est un très bon dispositif parce que pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de donner de l'argent et entamer leur budget, mais qui ont quand même envie de participer d'une manière concrète, ça permet donc de donner son temps sans forcément aller sur place. Donc les jours où je travaille, au lieu de pouvoir prendre mon RTT, je travaille pour la Dominique en fait. Ici, la mobilisation ne cesse de grandir. C'est près d'une centaine de jours de RTT qui sont aujourd'hui collectés. Nous avons collecté environ 22 000 €, ce qui représente 91 jours de JRTT ou de congés conventionnels. Alors il est regrettable effectivement que les congés payés ne soient pas éligibles à ce dispositif. Beaucoup de nos salariés l'ont déploré puisque ces 91 jours n'ont été attribués que par nos cadres qui représentent environ 33% de nos effectifs. SFR, Groupama ou l'hôtel La Pagerie, pour l'heure, une cinquantaine d'entreprises ont manifesté leur intention de participer à la journée pour la Dominique. Initiée par Contact Entreprise, il s'agit d'une démarche volontaire pour le salarié et non obligatoire pour les entreprises, mais qui doit rester dans un cadre légal. Alors, ces journées de travail, elles ne peuvent pas être prises dans les journées de congés classiques, les fameuses 5 semaines de congés payés. En revanche, certaines entreprises pratiquent des RTT, donc là, le salarié est libre de dire « je ne consomme pas cette journée de RTT, je l'offre à la Dominique ». Il est libre aussi de dire que telle journée de rattrapage, eh bien, je fais mon rattrapage et l'équivalent, je l'offre à la Dominique. Les fonds collectés seront transmis à une organisation partenaire, les architectes de l'urgence. Nous avons expertisé à peu près une vingtaine d'écoles, à peu près une dizaine de centres de soins. Nous proposons 2 fois 3 écoles en réparation. Des chantiers qui devraient durer entre 6 et 9 mois. Les ressources matérielles locales ou humaines de la Dominique seront en priorité utilisées pour les réparations. L'opération menée à l'échelle de la Martinique entière est originale, un mouvement de solidarité inédit à destination des sinistrés de l'île Sœur. Plénière de rentrée sous tension qui a commencé ce matin à la CTM. 83 points à l'ordre du jour, mais le dossier du parc naturel a retenu l'attention. Les grévistes du PNM ont tenté de s'inviter dans l'hémicycle pour demander des comptes sur le management de Louis Boutrin, mais Alfred Marie-Jeanne leur a refusé l'accès. Reportage de Céline Chalonneau et Guy Felroni.
Marie-Jeanne ne veut pas qu'on rentre. C'est la première fois. Merci. C'est la première fois, ça. Marie-Jeanne, dictateur. Banderole à l'appui, ces agents du PNM affiliés à la CDMT sont déterminés à se faire entendre sur le malaise qui paralyse leur institution. Une action avortée, les vigiles leur interdisent l'accès sur ordre du président de l'exécutif. Nous ne comprenons pas pourquoi toutes les organisations syndicales, y compris dans d'autres occasions la CDMT, ont pu s'exprimer en plénière. Et aujourd'hui, c'est interdit. Est-ce que c'est parce que M. Boutrin, qui est mis en cause, est au-dessus des usages, au-dessus des traditions démocratiques de ce pays? Nous supposons que la question va être quand même discutée au sein de cette Assemblée. En tout cas, la CDMT interpelle la population, le peuple martiniquais, pour dire qu'on ne peut pas laisser licencier un cadre martiniquais qui a fait les preuves à multiples raisons de ses capacités, de son dévouement. On ne peut pas le licencier pour les états d'âme d'un président élu du PNRM. À la grille, les voix s'échauffent. Et dans la salle Camille Darcière, les débats sont tout aussi vifs. On n'a pas reçu le demande. Et nous avons fait savoir. Je n'ai pas parlé de la nuit à la CDMT, à Philippe Auchan, on a fait dit. Je dis ça au président qui a communiqué que j'étais prêt à les recevoir. À discuter avec eux. Mais quand c'est terminé, on a demandé la mission. Et quand tout le monde est séance, j'ai pris cette école et je m'assume publiquement le relève. Le président de l'exécutif affirme n'avoir pas été prévenu. Pourtant, la CDMT aurait bien adressé une demande d'intervention par courrier, mais au président de l'Assemblée. Vous avez répondu à cette lettre de la délégation syndicale. Nous avons donc la délégation syndicale CDMT nous a écrit. Nous devons faire une intervention à la plénière au lundi 12. Le syndicat CDMT est interpellé par les avocats et vous avez répondu que vous étiez d'accord. Dans l'opposition, on dénonce l'ingérence de l'exécutif dans les affaires de l'Assemblée. Les décisions de l'Assemblée ne peuvent pas être dictées ni par le président du Conseil exécutif, ni par aucun membre du Conseil exécutif. Sinon, la séparation des pouvoirs est bafouée. Aujourd'hui, on assiste à un fait nouveau, c'est que le président du Conseil exécutif, qui n'est pas président de l'Assemblée, vient contredire le président de l'Assemblée qui, lui, était prêt à recevoir une délégation syndicale, en tout cas, à permettre à un agent du parc naturel régional de s'exprimer. Et pour empêcher à l'opinion d'avoir une information en provenance des syndicats, nous n'aurons qu'un seul point de vue, celui aujourd'hui des dirigeants du parc naturel régional. Pour empêcher aux syndicats de s'exprimer, eh bien, on a vu le président du Conseil exécutif mobiliser la majorité de l'Assemblée. C'est un déni de démocratie. C'est dangereux, c'est grave. Les grévistes du parc réclament la démission pure et simple de Louis Boutrin et la réhabilitation du DGS Ronald Brittmer. Mais pour le porte-parole de la CTM, dans ce genre de cas, la loi est claire. Je suis un syndicaliste, je sais les fonctions de direction. Ça se passe dans tous les pays du monde, c'est des sièges éjectables et c'est établi sur un rapport de confiance entre le président et le directeur. S'il n'y a plus ce rapport de confiance, le contrat ne peut plus durer. Maintenant, le président Marie-Jeanne nous a fait savoir qu'il avait reçu ce directeur et qu'il lui avait fait la proposition de venir rejoindre les rangs du personnel de la CTM et qu'il lui aurait fait savoir, donc ça ne l'intéressait pas, qu'il avait d'autres projets. Voilà, donc le président Marie-Jeanne a apporté sa contribution pour reclasser ce cadre. Une rencontre a été prévue avec les représentants des agents du parc naturel Martinique. Elle se tiendra à la CTM, mais dans les bureaux du président de l'exécutif. Attention, l'ARS met en garde les professionnels de santé et les particuliers sur des individus qui se font passer pour des infirmiers de l'ARS et qui se rendent chez des personnes âgées pour leur proposer des vaccinations contre la grippe. Le directeur de l'Agence régionale de santé rappelle que l'institution n'habilite jamais de démarcheurs à domicile. Pour l'heure, on ne sait pas si l'objectif des individus est de faire des repérages, mais en cas de doute, il vous est recommandé de composer le 17 et de signaler tout comportement suspect.
Direction Saint-Martin, où les vols commerciaux ont repris hier à l'aéroport international de Juliana. Une reprise des activités qui ne sera certainement pas synonyme de retour des touristes. La quasi-totalité des établissements d'accueil ont été détruits. Pour les professionnels, la saison est déjà perdue. Reportage de Jean-Marc Dabreux et Michelet François. Un mois après la dévastation d'Irma, l'heure est au bilan, mais aussi aux annonces des prochains chantiers à mener. Parmi eux, l'indemnisation des victimes de l'ouragan à hauteur de 300 € pour les familles, plus 100 € par enfant, et le retour des entreprises sur le marché. Une pierre deux coups pour la ministre de l'Outre-mer qui a mis en place un dispositif un peu particulier pour rebooster l'économie locale. Nous avons souhaité, à la demande du président de Saint-Martin, donner ce type d'aide sous forme de carte prépayée. C'est donc une aide complémentaire de l'État qui va intervenir dans les semaines à venir et qui sera sous une forme qui permet de consommer sur place. Et pour favoriser la reprise économique, des aides financières seront données aux entreprises en parallèle des dons des associations qui avaient levé plus de 10 millions € de fonds. Nous avons, nous, de notre côté, une aide exceptionnelle au redémarrage des entreprises qui porte sur un montant de 1 000 €, 5 000 € et 10 000 € selon que l'entreprise recourt ou non au chômage partiel. Et de l'autre côté, nous avons à la fois le MEDEF et la Fondation de France qui instruisent les mêmes dossiers que nous, donc les mêmes demandes que nous. Un même dispositif à la seule différence que le privé accordera des prêts à hauteur de 45 000 € maximum. Mais derrière l'aspect économique et social, il y a l'éducation. Si à Saint-Barthélemy, la totalité des écoles ont rouvert, à Saint-Martin, cela ne concerne que 50% d'entre elles. Sans école, il n'y a pas de vie. Sans vie, il n'y a pas de vie économique. Donc on ne peut pas réenclencher un cercle vertueux. Et je peux vous assurer que l'une de mes plus grandes fiertés, ça a été d'assister à la première réouverture après Irma. Un rapport sur l'avancée du dossier sera rendu le 30 octobre. Le Premier ministre se rendra sur place le 6 novembre prochain pour attester de la reprise totale des écoles attendues au retour des vacances de la Toussaint. Et vous l'aurez compris, il s'agissait d'un reportage sur le comité interministériel pour la reconstruction de Saint-Martin qui s'est réuni pour la 3e fois à l'hôtel Matignon. Une réunion pour tenter de s'accorder sur les actions prioritaires à mener. De retour en Martinique avec une conférence débat organisée aujourd'hui par l'ARACT autour des conduites addictives au travail. Il s'agissait ce matin de trouver des solutions pour détecter et accompagner les salariés. En Martinique, les addictions les plus fréquentes sont les drogues et l'alcool. Explication de Loïc Régis. 3 employés sur 10 sont concernés par une addiction en milieu professionnel. Dépendance à l'alcool, tabac, médicaments ou drogue. Les addictions peuvent aussi être comportementales, telles que les jeux ou téléphones portables. Pour déceler ces maux, il existe des signes avant-coureurs. Leur changement au niveau physique, des fois ils deviennent violents, ils font des disputes à n'importe quel moment. Et aussi, on les observe aussi, surtout il y a des bars, il y a des commerces aux alentours qui viennent le matin prendre leur petite bière avant d'aller au travail. C'est très réel parce que dans l'addiction, les agents peuvent se mettre en danger et mettre leurs collègues en danger aussi. Alors c'est pourquoi dans la prévention, on souhaite aider ces agents, non pas les mettre hors circuit, mais les aider, les accompagner. Outre la prévention, des acteurs sociaux proposent des solutions pour accompagner une personne dépendante. Une formule pédagogique et douce. Il faut surtout lui proposer quelque chose de beaucoup moins nocif et qui soit beaucoup plus favorable à son bien-être. Et ça peut être quoi? Ça peut être le sport, ça peut être le théâtre, ça peut être toutes les activités, j'ai envie de dire, saines. Et les conséquences sont réelles, autant pour le salarié que pour l'employeur. Des impacts sur l'organisation, sur la qualité du travail, sur l'ambiance au travail. Des accidents du travail qui génèrent des arrêts de plus de 3 semaines sont multipliés par 15 pour les salariés à tête de conduite addictive. C'est nuisible pour l'entreprise parce que c'est de l'absentéisme. En Martinique, 2 catégories d'âge sont particulièrement touchées, les 18-30 et 45-54 ans, des problématiques qui concernent davantage les hommes.
Et puisque nous parlons du monde du travail, 6 jeunes de la MILSEM sont en immersion à l'école de formation professionnelle maritime et aquacole pour découvrir les métiers de la mer. Une sensibilisation qui a commencé depuis ce lundi avec pour objectif de leur proposer des orientations peu connues, navigation, mécanique hydraulique, électricité, de quoi faire naître de nouvelles vocations. Voyez les réactions recueillies par Luis Sabas. Pendant 5 jours, donc on a vu les différents ateliers que propose justement l'école. Donc il y avait atelier de soudure, atelier incendie, cartographie, on a vu un peu de tout. À l'avenir ça pourrait me plaire, mais après il faudra que je choisisse le bon cursus à suivre. Je trouve que c'est quelque chose de bien par rapport à tous les ateliers que les encadrants, les enseignants nous ont fait voir. Et puis je pense que peut-être demain matin dans le milieu, je pense peut-être faire une formation, et puis acquérir certains diplômes et puis peut-être démarrer une activité aussi. C'est pas vraiment quelque chose de dur, mais il faut se donner la volonté quand on va un peu. En règle générale, sur les séjours des métiers de la mer, je vais prendre l'exemple de cette année où nous avons quand même travaillé sur un fichier de 700 jeunes pour pouvoir arriver à avoir 6 jeunes pour pouvoir participer à ce projet. Donc c'est vrai qu'on a ciblé plus particulièrement cette année les jeunes de certains quartiers, comme les quartiers comme Texaco, les quartiers Volga, les quartiers à proximité de la mer sur Fort-de-France. Et c'est vrai que bon, le recrutement est assez difficile, mais en règle générale, quand on arrive à avoir un effectif à la fin de 5 ou 6 jeunes, la majorité des jeunes poursuivent dans le secteur d'activité. 3 siècles de franc-maçonnerie, 3 siècles d'émancipation. C'est le thème de la conférence publique qui sera organisée ce vendredi 13 octobre au temple Joseph Compère à Fort-de-France. Pour en parler, nous recevons ce soir le conservateur du musée de la franc-maçonnerie qui interviendra dans la conférence, Pierre Mollier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes auteur de nombreux ouvrages autour de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie dite nouvelle fête ses 300 ans cette année. Alors, pour l'histoire, expliquez-nous comment c'est né. Alors, des loges maçonniques, il y en a avant 1717, parce que si nous célébrons les 300 ans, c'est donc 1717-2017. Mais en 1717, il s'est passé quelque chose de très important. La première grande loge s'est créée pour rassembler ces loges, et elle a posé un principe qui va rester un des principes fondateurs de la franc-maçonnerie, qui est la tolérance. La tolérance religieuse en 1717, et puis par la suite, cette tolérance religieuse va être un peu élargie, une sorte de tolérance philosophique, et ça va faire que la franc-maçonnerie va finalement devenir un des auxiliaires des Lumières au XVIIIe siècle et des mouvements d'émancipation au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors, la franc-maçonnerie est très opaque, certains parlent même de secte, on a l'impression que c'est réservé à une élite. Est-ce que vous comprenez cette perception du public ? Alors, il y a une sorte de paradoxe, parce que la franc-maçonnerie, elle existe en France depuis près de 3 siècles, aux Antilles depuis près de 250 ans, et il y a de très nombreuses loges. Beaucoup d'entre nous peuvent avoir des amis, des cousins, etc. francs-maçons. Et donc la franc-maçonnerie, elle est très présente dans l'histoire de France, très présente dans notre histoire. Mais on ne comprend pas ce que c'est. Alors on ne comprend pas ce que c'est parce qu'on ne cherche pas. Dès qu'on cherche à essayer de comprendre, comme par exemple les gens qui viendront nous rencontrer demain, eh bien finalement la franc-maçonnerie, c'est un mouvement que nous définissons comme un engagement humaniste, initiatique et fraternel. La maçonnerie, c'est d'abord une école initiatique, donc un travail philosophique et spirituel sur soi-même, mais notre conception de la maçonnerie, enfin par exemple celle du Grand Orient de France et d'autres obédiences, c'est que le progrès personnel est vain s'il n'a pas de conséquences sur améliorer les choses pour la société, et il y a donc cette double dimension à la fois de travail sur soi-même, mais aussi de travail pour améliorer la société. Alors comment peut-on interpréter la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est plutôt une religion, une idéologie? Pas du tout. Le principe de la franc-maçonnerie, c'est qu'elle rassemble des gens d'horizons différents et elle a sa méthode particulière pour faire que ces gens d'horizons différents travaillent ensemble et aient des idées qu'ils n'auraient pas tout seuls dans leur coin. La franc-maçonnerie, les francs-maçons, c'est des gens qui pensent que les autres ont quelque chose à leur apprendre. Et dans l'histoire de France, depuis 3 siècles, elle a vraiment été très présente, et notamment aux Antilles, sur la question de l'émancipation, sur la question, par exemple, de l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle, avec Victor Schœlcher, bien sûr, qui est un frère du Grand Orient de France et une figure emblématique de l'abolition de l'esclavage, mais qui n'est pas le seul. Avant, les maçons étaient très présents, et puis autour de lui ensuite. Donc la maçonnerie, elle a vraiment eu un impact sur la société,
dans notre histoire, et elle essaye d'en avoir un aujourd'hui aussi, où la situation n'est pas toujours réjouissante, et donc les maçons travaillent aussi sur les questions actuelles. Alors, on rappelle que la conférence de demain soir est publique. Alors, qu'est-ce qu'un non-initié peut y trouver ? Alors, on va essayer d'expliquer l'histoire de la franc-maçonnerie, parce que c'est une bonne façon d'essayer de comprendre ce qu'elle est, et un non-initié, qu'il ait d'ailleurs un intérêt particulier pour la franc-maçonnerie ou qu'il ait tout simplement un intérêt pour l'histoire, c'est finalement un aspect de notre culture, de connaître un peu ce que c'est que la franc-maçonnerie et quelle est sa contribution à notre histoire. Et donc il pourra trouver ça, et puis ça sera l'occasion d'un débat. On répondra à des questions, et les questions du public sont légitimes. Vous faisiez état de quelques préjugés, pourquoi pas? Le but, c'est d'en parler et d'expliquer, parce qu'on sait assez bien l'origine de ces préjugés, c'est que la franc-maçonnerie a été très active, justement, dans ses forces d'émancipation. Ça a suscité des réticences, voire des oppositions, et du coup, elle a été un peu calomniée, elle a été salie, il faut bien le dire, à certaines époques, même interdite pendant la guerre. Et donc, cette conférence, qui n'est pas un cours d'histoire, qui est une sorte de présentation de l'histoire de la franc-maçonnerie, sera le prétexte pour discuter de sa nature, parce que son histoire explique ce qu'elle est aujourd'hui. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Alors, on rappelle que la conférence publique est prévue demain soir, vendredi 13, au Temple Joseph Compère à Fort-de-France à 18h30. À Tartançon. À Tartançon, ouvert à tous. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. À suivre dans un instant. Nous irons en Guadeloupe qui retrousse ses manches après le passage de l'ouragan Maria. Le parc national est en cours de nettoyage et de rénovation. Au chapitre social, près de 100 agents municipaux de la ville de Chelcher sont entrés en grève ce matin. Ils réclament un meilleur dialogue social. Et puis nous irons au Gros-Morne où le collège de la commune a invité le chef Bredas. Dans le cadre de la semaine du goût, le giromont était le légume à l'honneur. Place à l'actualité des régions avec une première escale en Guyane où le recteur d'académie s'attaque au problème du harcèlement scolaire. Une formation dédiée aux jeunes a été proposée aujourd'hui aux lycéens. C'est un reportage de Gaël Wassim. 14%, c'est le nombre d'élèves guyanais qui affirment avoir été victimes d'harcèlement l'an dernier selon une enquête du rectorat. Ce matin, à la salle de délibération de l'hôtel territorial, les élèves ambassadeurs des lycées de Cayenne ont appris à reconnaître le phénomène et à le dénoncer. Ça va aider mes camarades et je pourrai leur soutenir. Beaucoup d'élèves autour de moi, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement, ont été victimes d'harcèlement et je trouve que c'est inadmissible car il y a beaucoup de suicides et je connais beaucoup d'amis qui se renferment sur eux-mêmes, donc j'ai voulu les aider. On va me montrer les bases ou comment je peux aider les personnes à aller vers eux pour qu'ils aient la confiance et qu'ils arrivent à se confier parce que beaucoup de personnes sont renfermées sur eux-mêmes et ne dévoilent pas leurs ressentis ou autres. En milieu scolaire, le harcèlement peut être physique, moral. Le cyberharcèlement est de plus en plus répandu. En France, 40% des élèves déclarent avoir été victimes d'une agression en ligne. Entre formation et sensibilisation, ces ambassadeurs ont un rôle prépondérant dans les couloirs de leur lycée. Oui, c'est un besoin parce qu'on se rend compte qu'au niveau des réseaux sociaux, on constate des dérives et souvent ces élèves sont convoqués au niveau du conseil de discipline pour justement rendre compte de leurs agissements, et ce qui n'est pas normal. Donc c'était important d'attirer leur attention sur la gravité des faits. Un ambassadeur, c'est avant tout ce rôle-là qu'il doit jouer au sein de son établissement. Défini comme une priorité par le ministère de l'Éducation nationale, le rectorat entend mettre l'accent sur la question de la proximité avec des interlocuteurs proches de ces problématiques. Des élèves qui ont été désignés et ils sont surtout volontaires pour pouvoir suivre cette formation. L'objectif de cette formation, c'est de permettre à ces élèves eux-mêmes d'être formés, de savoir ce qu'est le harcèlement et pouvoir eux-mêmes être des interlocuteurs pour leurs pairs, pour pouvoir travailler sur le harcèlement au milieu scolaire et surtout aider à améliorer le climat scolaire. Par la suite, de poser des questions, d'analyser la problématique du harcèlement et aussi être formés, surtout être des spécialistes à leur niveau au sein de leur établissement scolaire. Ces élèves ambassadeurs contre le harcèlement scolaire sont repartis avec les armes pour lutter contre ce fléau. Direction la Guadeloupe maintenant qui retrousse ses manches pour se remettre du passage de l'ouragan Maria. Des travaux de rénovation sont actuellement en cours pour redonner vie au parc national. Les agents du parc, avec le renfort du RIMA de Guyane et de la sécurité civile, rénovent les espaces de pique-nique et assurent le déblayage. Voyez ce reportage de Patrick Curie et Moïse Dexter. C'est le traditionnel coup de main du parc national au lendemain des intempéries. La quasi-totalité des employés se mobilisent pour remettre les sites en état
afin que tout un chacun s'y rende en toute sécurité. Donc ici, vous avez les personnels terrain, d'administration générale, de direction, tout le monde est vraiment présent. Même les emplois jeunes ainsi que les volontaires service civique. C'est vraiment un coup de main qui est de notre tradition, hein, celui de l'entraide en cas de besoin. On a déjà déblayé une bonne partie de tout ce qui était aspect touristique. Maintenant, Corosol est une aire de pique-nique qui est fréquentée beaucoup par les populations locales, par les Guadeloupéens. Donc on est en train de faire le nécessaire de façon à le sécuriser et qu'ils puissent avoir accès à la nature et que la vie puisse prendre son cours. D'abord quelques consignes, comme ne pas s'éloigner ou encore ne pas porter de charges lourdes tout seul. Et les 70 agents du parc s'affairent à la tâche. Ce sont les consignes habituelles de travail, ce qui se passe à la maison. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en configuration de travail, nous sommes en configuration de coup de main. Alors on va enlever tous les encombrants de l'aire de pique-nique, qu'on va poser là où vous voyez que ça se fait. Puis nous allons balayer de manière à ce que l'aire de pique-nique soit accueillante pour le public le week-end prochain. Il faudra s'armer de patience pour remettre en état tous les sites et chantiers de randonnée du Parc national de Guadeloupe. Voyez, parlons maintenant de cet autre rendez-vous manqué aujourd'hui à la CTM, l'émancipation de la tête de file du groupe Bas-Pays-en en Chance. Yann Monplaisir, qu'on annonçait prêt à s'émanciper de ses alliés du bloc majoritaire, botte en touche. Pour lui, les désaccords au sein de l'Alliance Grand Assemblée pour Bas-Pays-en en Chance n'auraient été qu'un épisode passager. Reportage de Céline Chalonneau et Guy Raphaël Rony. Il y a des divergences de vues. Yann Monplaisir a-t-il demandé le divorce? Depuis le début de la semaine, des indiscrétions faisaient état du désir du leader de Bas-Pays-en en Chance de reprendre sa liberté au sein de l'Alliance. Pourtant, aujourd'hui, le principal concerné tient un tout autre discours. C'est normal qu'encore une fois qu'il y ait un débat. C'est normal quelquefois que le débat puisse être un peu rude. Et j'ai tenu à lancer un appel et surtout à lancer une alerte en quelque sorte. Et ça n'empêchera pas qu'il puisse y avoir après d'autres difficultés. Mais quand il y a une difficulté, il faut avoir, je dirais, le courage de le dire. Et cette difficulté, c'est la traduction d'un sentiment que beaucoup de Martiniquais partagent. Nous, les élus, en tout cas de Bas-Pays-en en Chance, nous voulons, c'est vraiment que les choses se passent le mieux que possible. Que notre travail soit fait pour la Martinique. Ce qu'on veut vraiment, c'est que faire notre travail, faire ce pourquoi on nous a élus. Nous sommes loin donc de la scission. Il s'agirait d'anodines divergences sur certains dossiers. Sur la dynamique économique que je souhaite voir impulsée, il y a également des divergences. Sur la politique budgétaire dans laquelle je souhaite être plus impliqué, plus en amont, pour pouvoir peut-être éventuellement mieux participer à l'élaboration des budgets et peut-être impulser un petit peu une autre dynamique. Oui, il y a une divergence, il y a des divergences, mais au sein d'une famille politique, ça arrive. Et mon propos était un propos, j'étais d'autant plus, je dirais, clair dans mon propos, que c'est un propos qui n'avait pas vocation à être divulgué publiquement. Pourtant, dans l'opposition, les rumeurs de tension ne surprennent personne. Il ne s'agit pas d'une alliance de gestion, il s'agit d'une alliance d'intérêt. Et aujourd'hui, manifestement, le collègue Monplaisir n'a pas obtenu satisfaction pour les intérêts qu'il défend, qui, de mon point de vue, ne sont pas les intérêts de la Martinique. Donc aujourd'hui, il se retrouve piégé, premier vice-président de l'Assemblée, il est un figurant. Aujourd'hui, nous avons une séance plénière qui va traiter de sujets majeurs, de dossiers économiques. La commission économique présidée par le collègue Yann Monplaisir n'a pas été réunie. Elle n'a aucun pouvoir. Yann Monplaisir est-il vraiment revenu à de meilleurs sentiments ou donne-t-il dans la langue de bois? Verdict à la prochaine crise. Place au sport maintenant avec la deuxième demi-finale de la Coupe de France Zone Martinique qui s'est disputée hier soir au stade de Saint-Joseph. Le club colonial a disposé de l'Aiglon sur le score de 2-1. Les Folialais affronteront le club franciscain le week-end du 21 octobre prochain. Récit du match d'hier soir de José Le Chertier.
Si l'Aiglon en jaune se montre à son avantage dès l'entame du match, les hommes de Civaux se font surprendre par les clubistes. Rochambeau se joue du portier lamantinois. Il décale vers Grégory Charles qui ouvre la marque. 1-0, on ne joue que la 13e minute. Le club colonial développe son jeu. Henrik Hardin prend de vitesse ses deux adversaires, mais sa frappe est hors cadre. L'Aiglon n'est pas en reste. Il tient tête à la formation foyalaise, mais la frappe de Levi Aliker est trop molle. Les hommes de Charles Bonnick se montrent de plus en plus pressants. Franck Rochambeau rate son face-à-face avec le portier lamantinois. La fin de la première mi-temps est marquée par l'expulsion d'Alex Valmy du club colonial pour propos injurieux à l'égard de l'arbitre. La tension monte, mais cela ne change rien. À la pause, le score est d'1-0. Au retour des vestiaires, Jean-Marc Civaux et ses hommes tentent de profiter de leur supériorité numérique. Pour cette faute, l'arbitre accorde un pénalty. Il est transformé par Kevin Tresfield. Un partout, on joue la 51e minute. La joie lamantinoise est de courte durée. Dans la foulée, le club colonial contre-attaque. Grégory Charles marque le second but et qualifie son équipe sur le score de 2-1. On s'attendait à avoir une équipe de l'Aiglon solide qui, depuis le début de cette saison, produit énormément de jeux, même contre les équipes de tête de ce championnat. Donc on s'attendait à avoir un match difficile. On savait que c'était une équipe qui savait défendre. Donc il fallait mener, c'était un match de coupe, il fallait mener pour pouvoir gagner. On a été mené et puis on a perdu ce match-là. Je ne vais pas dire logiquement, mais ils ont su marquer les buts quand il fallait en fait. On a vu une équipe du club colonial un peu mieux en place et qui aurait mieux abordé cette rencontre. Et puis on a vu une équipe de l'Aiglon qui malheureusement n'a pas trouvé son jeu, qui était un très beau jeu depuis les deux dernières rencontres. Et puis donc le club colonial était une superbe équipe qui a bien joué, qui a évolué à 10, ne l'oublions pas. On n'a même pas eu l'idée qu'ils étaient en infériorité numérique, mais le club colonial avec une défense solide, avec surtout l'homme du match qui serait Grégory Charles qui marque 2 buts. Je crois que le club colonial a vraiment surpassé l'Aiglon ce soir ici à Saint-Joseph. Dans le groupe B, la finale opposera le club colonial au club franciscain le week-end du 21 octobre. Dans le groupe A, le Golden Lion affrontera le Good Luck le 21 octobre. Le vainqueur du groupe A partira représenter la Martinique dans l'Hexagone. Allez, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Schellcher avec la mobilisation d'une centaine d'agents municipaux ce matin. Un mouvement de grève annoncé illimité pour réclamer un meilleur dialogue social et la reprise des négociations sur des accords antérieurs. Conséquence de cette mobilisation, certaines crèches sont restées fermées aujourd'hui. Le mouvement devrait être reconduit demain. Voyez les précisions du représentant du personnel de la ville de Schellcher qui s'exprime face à la caméra de Loïc Régis. Les élus responsables de la ville de Schellcher ont interrompu le dialogue social, délibérément, volontairement. La dernière plateforme n'a pas été respectée et les négociations ne sont pas terminées. Ça fait plusieurs fois que j'appelle monsieur le maire par courrier et aussi personnellement pour lui dire, pour lui redemander de l'ouverture du dialogue social. Jusqu'alors, sans réponse. Notre maire aujourd'hui, il est invisible, on ne le voit plus. Nos élus ne sont pas là, ils sont absents. L'administration est totalement absente aujourd'hui. Nous n'avons aucun projet en commun, aucun projet d'administration. On ne connaît pas notre DGS, on ne connaît pas nos directeurs. Ils ne nous ont jamais été présentés officiellement. Regardez simplement l'état des routes de Schellcher. Ça montre l'état de l'administration actuelle. La population aujourd'hui, si nous le faisons, c'est pour eux. Parce que nous sommes en charge de leurs enfants aussi. Vous comprenez? Et dans les écoles, quand on a une personne pour 80 enfants, ça ne peut pas se faire. Attention, si vous n'êtes pas encore passé à table, vous risquez d'avoir l'eau à la bouche avec ce qui va suivre. Direction le Gros Morne, où le service de restauration scolaire a proposé aux collégiens de la commune une journée spéciale Giromont. Le légume a été cuisiné sous plusieurs formes avec des recettes concoctées pour l'occasion par le chef Bredas. Une manifestation organisée dans le cadre de la Semaine du Goût et Hubert Bornil et Valérie Vincent ne se sont pas fait prier pour se rendre sur place. Regardez. La Semaine du Goût à l'école, vous imaginez, à mon époque, ça n'existait pas. Quelle belle invention. Et ça permet de découvrir les authenticités, les bonnes choses du pays. Aujourd'hui, on en est au Giromont. Et puis ça, bon, avec Naj Tassia qui va nous déguster ça aujourd'hui. Bon appétit. Merci, monsieur.
La gastronomie à l'école ou l'art de partir à la découverte du manger pays et puis bon bagaille PIA, tout un programme qui se décline autour du Giraumont. En entrée, on présente la salade de Giraumont. Voilà, les enfants mangent de la salade vinaigrette Giraumont. Voilà, on a le riz au Giraumont. Bon, on fait de la tagine d'agneau au pruneau et on a des petits gâteaux au Giraumont. Une semaine qui a du goût, histoire de familiariser nos enfants avec les produits de la terre, leur offrir le temps d'un repas, l'occasion de manger autrement. La première fois, je trouve ça bon. Le Giraumont, j'aime pas. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Je trouve ce repas excellent. On va dire contrairement à d'habitude. Spécial Giraumont, c'est très bon, franchement. Tu as l'habitude d'en manger? Non, pas tout le temps. Quand je mange chez moi, c'est plus pour des journées spéciales. Une opération conduite en présence du chef Bredas qui a pris le pari de faire du Giraumont un gâteau salé. C'est un cake au Giraumont, un cake salé. C'est-à-dire que dans le travail que nous faisons, nous avons compris que les enfants, on va les emmener sur le terrain, les faire apprécier le Giraumont, mais avec une autre façon de cuisson, c'est-à-dire quelque chose qui les parle. Parce que là, ça va les parler, ils vont pouvoir écouter et apprécier le Giraumont autrement. Au cours de la semaine, d'autres opérations du même genre seront organisées. Cela tournera bien évidemment autour du Giraumont. Et pour bien faire les choses, mais les parents également ont été invités et on a cette chance d'être à la table de Cécile, servie par le chef Bredas. Vous voyez le menu, Giraumonnade de riz et agneau au pruneau. Allez, bon appétit, hein, mesdames. Merci. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez que comme chaque vendredi, une collecte sera organisée de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré à Cocotte-du-Cos. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU. Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. A tout de suite.